Parmi les professions qui fascinent, il y en a une qui reste au top, c'est celle d'astronaute. Le premier pas sur la Lune, des photos de la Terre prises de l'espace, elle est à l'origine d'images qui restent gravées dans la mémoire collective. On est allé s'entretenir avec l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques pour en savoir un peu plus sur le parcours à suivre pour faire ce métier et il en a profité pour répondre aux questions de nos lecteurs. Alors, la profession d'astronaute a évolué au fil des temps. Il n'y a pas vraiment de recette pour comment devenir astronaute, mais j'ai remarqué des attributs communs à la plupart des astronautes. Tous les astronautes sont quand même des sportifs au moins raisonnables, si on veut, des athlètes amateurs. Il faut avoir fait des études de niveau universitaire, au moins niveau maîtrise ou doctorat, et il faut que ce soit dans un domaine technique. La plupart des astronautes sont soit pilotes, ou ingénieurs, ou médecins. Il y a quelques astronautes qui sont professeurs aussi, enseignants, mais c'est toujours, il y a toujours un aspect technique à la formation. En termes de personnalité ou de caractère, l'astronaute, ce que je constate en regardant autour de moi, c'est des gens en qui on peut avoir confiance. Quand un astronaute dit « je vais le faire », c'est sûr qu'il va le faire. C'est sûr en tout cas qu'il va essayer son maximum. Il y a un aspect qui a changé, évidemment, depuis le début du monde des astronautes. Au début, les astronautes, c'était uniquement des pilotes militaires. Donc, certainement, des gens qui n'avaient pas froid aux yeux et qui étaient spécialisés dans l'exécution impeccable. Et au fil des années, on a commencé à recruter des gens avec un profil plus scientifique, parce qu'on fait aussi beaucoup d'expériences scientifiques à bord. Maintenant, c'est comme un équilibre entre ces deux aspects-là. Et puis, c'est ajouté, évidemment, depuis une décennie à peu près, les grands besoins de communication. Très important d'être à l'aise à parler en public, expliquer des choses peut-être compliquées à la population en général. Maintenant, les astronautes doivent être capables de tout faire. Piloter le véhicule spatial, utiliser le scaphandre, utiliser le bras robotique, faire des expériences scientifiques, faire de la communication. Donc, je pense que ça va demeurer, être capable d'être un peu un homme ou une femme à tout faire en orbite. Encore une fois, l'important pour un astronaute, c'est pas d'être le meilleur dans tout, c'est de ne pas avoir de grandes carences. Donc, le rêve d'aller dans l'espace, si on veut mettre ses chances de son côté, je dirais d'abord, pour devenir astronaute, il faut être excellent dans sa carrière pré-astronaute. Et la seule manière d'être excellent, c'est de faire quelque chose qu'on aime, quelque chose pour lequel on a une passion. Donc, écoutez votre cœur et lancez-vous de manière éperdue dans un domaine, une profession qui vous intéresse, qui vous passionne et soyez le meilleur que vous puissiez être là-dedans. C'est un rêve que je comprends, que j'ai moi-même caressé longtemps, sans y croire vraiment. Et ça, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est correct d'avoir un rêve fou, énorme et improbable. Et c'est très bien. Ça sert à ça, un rêve, parce que c'est un guide, c'est un peu une direction, plus qu'une destination. L'incertitude et la peur de l'échec, ça fait partie de la vie et c'est des bonnes choses, c'est des signaux d'alarme. Quand j'ai peur de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je le fasse. C'est juste un signal qui me dit « Attention David, ça c'est sérieux, il faut être prudent, il faut se préparer, il faut étudier. Si j'ai un rêve, un projet qui m'intimide, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'est probablement ça le bon projet dans lequel je vais me lancer. » Alors, il y a un désir dans l'administration américaine de trouver des clients privés pour un peu participer aux frais de financement de la station. Et à mesure qu'on change notre focus vers un retour à la Lune, éventuellement vers Mars, il y a un désir de consacrer les ressources, les talents, de concentrer ça sur les projets futurs et de peut-être faire plus de place au privé pour la gestion, les opérations en orbite terrestre. Donc, je pense que l'avenir de la station, ça va être un hybride de ça. Continuer à s'en servir comme laboratoire national, comme plateforme de test pour les technologies futures, d'exploration plus lointaine, en même temps en accueillant de plus en plus d'utilisateurs privés, peut-être même de l'hôtellerie en espace, pourquoi pas. Donc, comme ça, un modèle hybride. NASA a reçu les instructions de la Maison-Blanche de mettre la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2024. À mon sens, c'est possible d'y aller, mais c'est extrêmement agressif comme cadence. C'est une bonne chose d'avoir un objectif ambitieux. Ça nous force un peu à accélérer la cadence, à faire face aux vraies questions, aux problèmes difficiles aujourd'hui plutôt que demain.
qu'est-ce qui arrivera? Probablement qu'en réalité, ça va être un peu plus tard que 2024, mais la machine de la collaboration internationale est en marche pour 2024. À mesure que la robotique et l'intelligence artificielle se développent, ça devient des outils de plus en plus puissants. Ça ne remplacera jamais, si on veut, le jugement humain, le côté, la décision sur le moment de l'être humain, mais on va avoir ces outils formidables, ces assistants robotiques. Ce qui pourrait arriver, par exemple, c'est qu'on envoie sur Mars d'abord des robots pour commencer à bâtir la base, la piste d'atterrissage, pour accueillir les êtres humains, les explorateurs humains qui, eux, pourront, si on veut, peaufiner le travail, mais avec le gros du travail dangereux fait d'avance par des robots. Ce qu'on envisage, c'est une collaboration de plus en plus intense entre les robots et les êtres humains.